Premier coup le jingle. Sport, Avenir Valencien. Toute l'information sur votre équipe. Il part bien, t'étais pas obligé de parler dessus. Allez, l'avenir valencien qui jouait hier, donc Félix, face à Castelnaudary. Une victoire avec bonus offensif qui reflète bien la physionomie du match. Un bonus offensif perdu puis repris et qui finalement n'était pas volé pour une équipe de Valence qui a dominé quand même son sujet hier à Evelyne Jean-Baillet. Ouais, une équipe de l'avenir valencien qui a largement, même je dirais, dominé son sujet, qui n'a quasiment pas été mis en difficulté de tout le match. Une belle prestation hachée par les nombreux coups de sifflet, par peut-être un petit peu le manque de rythme dans le match, mais en tout cas les Valenciens ont su répondre au présent. Un défi surtout devant d'abord que les avants de l'avenir valencien ont su bien relever et qui ont permis une fois encore aux trois quarts valenciens de briller hier avec une belle performance pour les trois quarts encore et du coup les Valenciens qui s'en sortent avec un bonus offensif gagné à la dernière minute, un bonus offensif qui je pense hier aurait vraiment manqué par rapport à ce qu'on avait pu dire sur la semaine dernière. Hier il fallait le prendre et c'est ça chose faite, le contrat est rempli. On discutait un petit peu avec les joueurs à la sortie du stade, voilà, c'était le plus important de ressortir de ce match avec les 5 points. Il y a eu du mieux sur sur les secteurs qui pouvaient être difficiles la semaine dernière, surtout en touche où les ballons ont pu être sortis proprement et après toujours sur les valeurs, sur les points forts de l'avenir valencien qu'on avait déjà vu la semaine dernière avec, je le disais, des trois quarts performants, une défense solide et une mêlée qui a réussi malgré les règles qui sont faites en Fédéral 2 sur une poussée peut-être plus courte et sur des temps moins forts, à quand même récupérer quelques ballons. Donc voilà, une prestation quasi parfaite on va dire pour les Valenciens. Alors hier, Kevin, le match avec pour objectif de confirmer la victoire à l'extérieur de la semaine dernière à Saint-Sulpice, mais aussi quand même dans un coin de la tête il y avait ce bonus offensif. À la fin il y est, du coup contrat rempli. J'imagine que tous les voyants étaient ouverts après le match hier soir. Ouais, alors l'objectif bonus offensif, honnêtement on n'en a pas parlé entre nous, même si bon je me doute que c'était un peu dans les têtes. Après ouais, tous les voyants sont ouverts, je crois qu'on fait 100% en touche, ouais. En mêlée ça s'est bien passé et je crois qu'il faut vraiment féliciter nos avants parce que ils ont fait une grosse partie et comme tu l'as dit, ça nous a permis de jouer derrière, d'avoir des bons ballons et ouais vraiment notamment en défense où on n'a jamais été mis en danger, mais c'est vraiment grâce à eux quoi, parce qu'ils ont vraiment su répondre présent dans le combat quoi. Alors Félix, encore une fois le match de Valence était bien maîtrisé jusqu'à ce que l'indiscipline un peu leur coûte quelques frayeurs en deuxième mi-temps, puisqu'il y a de nouveau eu un carton pour Lucho Isake et c'est le moment choisi par l'adversaire forcément pour venir marquer un essai. Ouais voilà, c'est à ce moment-là que les adversaires sont venus chercher un petit peu les Valenciens, mais un essai qui a été marqué en fin de partie qui venait juste priver les Valenciens d'un bonus offensif. On sentait quand même une équipe de Castelnaudary qui avait repris un petit peu du poil de la bête à ce moment-là, qui jouait sur des temps de jeu plus simples avec simplement une ou deux passes sur des groupés pénétrants qui ont mis en difficulté quand même les Valenciens, réduits à 14 à ce moment-là. Donc ça avait quand même son importance et l'indiscipline, tu le disais, il y a eu 2 cartons dans ce match. Le premier, tu le disais, pour Luciano Aïsake qui sur un plaquage haut qui est sanctionné et un carton jaune aussi pour Jason Deschamps qui prend un carton jaune. Sur celui-là quoi. Ouais, c'est sur celui-là qu'on prend un essai, ouais. Qui prend un carton jaune aussi. Alors sur une action un peu confuse, je crois qu'il fait un plaquage un peu cathédral, il me semble, je crois que c'est ce qui lui est sanctionné. En tout cas, c'est pour ça qu'il est sanctionné. Après voilà, ces nouvelles règles qui sont encore difficilement assimilées, j'ai l'impression. Alors la semaine dernière ça avait été, pour faire un petit lien en tout cas avec l'équipe réserve aussi, ça avait été marqué aussi avec l'équipe réserve. Voilà, cette semaine pas trop parce que ça n'a pas été si compliqué que ça, mais voilà, c'est de nouvelles règles qui continuent à être assimilées et l'indiscipline l'année dernière ça portait préjudice à l'équipe de Valence. Cette année pour l'instant en tout cas ça porte moins de préjudice et on s'en félicite parce que du coup c'est victoire bonifiée et Valence qui est premier de poule, donc que demander de plus pour l'instant. Oui, pour l'instant pas beaucoup, pas grand chose de plus à demander évidemment. La semaine dernière on a parlé justement, on va y revenir parce que c'était un motif de satisfaction hier soir après la rencontre. La semaine dernière on parlait de la touche qui avait eu quelques difficultés. Hier avec un effectif, un 8 de devant
assez finalement peu remanié, à part les deux piliers qui avaient tourné, le talonneur, les sauteurs étaient les mêmes. On s'est retrouvé à 100% en touche. C'est une performance à souligner, Félix. Ouais, c'est une belle performance à souligner. En effet, on a retrouvé un Sébastien Gori, surtout impérial dans les airs, qui a récupéré beaucoup de ballons sur les lancers, des lancers propres avec un timing parfait entre le lanceur et les sauteurs. À noter aussi peut-être que ça y a fait un petit peu Salem Kanfous qui a fait tout le match sur les lancers. Donc voilà, une dynamique qui est présente avec Salem Kanfous au lancer. Ça a bien marché. Ça a été propre. C'était vraiment le point fort, comment dire, le point positif du match, puisque la semaine dernière on l'avait dit, ça avait été compliqué. Donc là voilà, on a senti que le travail avait été fait à l'entraînement et que ça va porter ses fruits sur le terrain. Mais on l'avait dit aussi que l'année dernière ça marchait tellement bien qu'on se doutait quand même qu'il faudrait pas longtemps pour rectifier le tir. Kevin, autre côté positif du match d'hier, on l'a dit, 2 recrues en première ligne qui rentrent. On a vu Perkins aussi qui est rentré derrière, qui a fait une bonne rentrée. Les recrues petit à petit qui trouvent leur repère dans cet effectif. Oui, je crois qu'il y avait, c'est Maxime. Ouais. Mouche qui est rentré. Oui, il a fait une grosse performance. Je revois une action où il est 38e minute, on fait une action de 80 mètres et il est premier soutien. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment à le féliciter. Parce que quand on est pilier gauche quand même, c'est pas facile. Donc voilà, les recrues sont vraiment bien adaptées. Georgie aussi qui arrive de Castanet, qui a fait une bonne rencontre. Georgie c'est Rovka, hein. Oui, parce que sinon c'est Georgie Margeliani. Il était là l'année dernière. Non, donc preuve qu'ils sont vraiment bien intégrés et qui vont nous apporter, c'est sûr. Hier, on a vu qu'au niveau de la composition de l'équipe, au niveau des remplaçants, seulement 2-3 quarts. C'était pour s'adapter aux conditions climatiques ou c'était plus par le côté polyvalent des 2 joueurs qui étaient sur le banc? Faudrait demander à l'entraîneur, je sais pas, mais après en Fédéral 1 c'était 5 avant pour 3 quarts. Ouais. Dans les feuilles de match, je passe à 22. Et c'est vrai qu'on préfère peut-être sacrifier un 3 quarts pour avoir 5 joueurs devant, un avant de plus, quoi. Je pense que c'est peut-être surtout là l'intérêt, quoi. Ça a permis en tout cas de faire tourner comme il faut et devant en tout cas de garder de la fraîcheur. Félix, on a vu que ça a payé puisque c'est en fin de match que le dernier essai est marqué. Ouais, une fois encore, c'est en fin de match que la différence se fait. On nous avait dit pendant les matchs de préparation que c'était quelque chose qui était recherché, d'être performant en fin de match pour pouvoir justement aller chercher les points qui sont à gagner souvent en fin de match, en tout cas pour des débuts de match accrochés. Là hier c'était un essai en fin de match qui permet le bonus offensif et voilà, qui permet vraiment de bien conclure la belle journée qu'on a vécue au stade à Valence, où on a passé une super après-midi avec le maximum de points engrangés et le maximum de spectacle aussi. Donc voilà, c'est fin de match de l'Avenir Valencien qui sont en train de devenir une arme, en tout cas, comme ont pu l'être aussi au fur et à mesure du match. On a pu s'en rendre compte, les retours de renvoi qui l'année dernière pouvaient peut-être poser un petit peu souci. Là, cette année, on voit quand même que c'est une arme de plus dans les possibilités que s'offre l'Avenir Valencien. Oui, puisqu'en première période, les 2 essais sont marqués coup sur coup quasiment. Le deuxième essai est marqué quasiment sur le renvoi après le premier. Ouais, c'est ça, avec souvent des belles réceptions et une belle reprise du terrain par les joueurs et une perforation, un franchissement de défense qui est bien opéré par la 3e ligne et par Augustin Henrique et Damien Fiorini qui sont beaucoup utilisés pour ça. Donc voilà, c'est souvent à ce moment-là qu'ils arrivent à se replacer comme il faut et en tout cas à être décisifs. Donc c'est bien, ça fait une arme de plus et c'est dans ces moments-là où généralement il faut réussir à retourner chez l'adversaire pour l'empêcher de revenir trop rapidement, et c'est efficace en tout cas pour l'instant. On a vu que malgré les conditions difficiles, vous avez trouvé hier au niveau de la ligne de 3 quarts en tout cas une complémentarité, une variation dans le jeu qui était intéressante, avec sans forcément mettre trop l'accent sur l'occupation au pied, mais avec des franchissements au bon moment, avec sans trop de précipitation. C'était un peu aussi là des consignes par rapport à une adaptation au climat, enfin au temps qui était un peu pourri, hein, on va le dire, hier avec la pluie qui est tombée toute la matinée sur Valence. Ouais, après c'est calmé un peu heureusement, mais du coup on a pu jouer un peu plus. Et après faut qu'on ait confiance en nous. Il y a que des bons joueurs sur le terrain. Faut pas qu'on hésite à jouer. Et on le voit dès qu'on joue. Voilà, dès que Gus touche le ballon, dès que Damien Fiorini touche le ballon,
on avance de 40 mètres, quoi. Donc il faut qu'on donne des ballons à ces mecs-là et ils vont nous faire avancer, quoi. Avec des finitions des ailiers, hein, puisqu'on a vu que Kael marque un essai, Jason Deschamps et Jason Deschamps aussi deux, donc des essais d'ailiers qui montrent que voilà, le ballon va jusqu'aux ailes, jusqu'aux extérieurs, et que ça permet souvent de faire la différence, surtout face à des équipes qui sont peut-être un peu moins mobiles et qui ont un peu plus de mal à déplacer leur défense sur la largeur du terrain. Tu parlais de spectacle, Félix, le spectacle complet sur l'après-midi. On va y venir parce que forcément l'après-midi elle avait commencé de bonne heure, dès midi d'ailleurs, hein, puisqu'on y était nous à la bodega qui s'est bien passé et qui était très sympa, organisé par la nouvelle équipe dirigeante de l'Avenir Valencien. Et puis à partir de 13h30, on a pu voir au stade Evelyne Jean Baillet le lever de rideau de l'équipe réserve qui a vécu. Alors on a Maxime avec nous, je vois qu'il commence à hocher de la tête, qui a vécu une après-midi assez tranquille, même si Maxime, la première période quand même a été assez accrochée. Oui, en première période on s'est quand même fait pas mal de, pas dominé, mais ils nous ont bien embêtés quand même dans tous les secteurs de jeu, et juste avant la mi-temps on a réussi à décanter, à commencer. On a marqué 2 essais il me semble en première mi-temps, et 3 je crois. Vous finissez à 3 essais en première mi-temps, mais après le banc a fait, je pense, pas mal de bien, parce qu'en deuxième mi-temps on est pas mal à être rentré, et ça c'est vraiment décanté, parce nous on avait quand même une fraîcheur que eux, je pense, n'avaient pas. Ouais, je pense que c'est ce qui a réellement fait la différence une fois encore, la qualité de l'effectif de la réserve de Valence, qui a réussi à venir terminer, on va dire, un adversaire déjà bien abîmé quand même par la première mi-temps, et à concrétiser le travail qui avait été fait. On a vu beaucoup de rentrées, ouais, tu le disais, avec des joueurs qui sont rompus à l'exercice des matchs seniors et des matchs de haut niveau que vous avez pu vivre déjà ne serait-ce que l'année dernière. Je pense que ça a fait pas mal la différence hier, parce que l'effectif de Castelnaudary était complet, on va dire, mais semblait surtout beaucoup moins expérimenté que vous, et vous continuez sur votre lancée de l'année dernière avec de bons résultats, une victoire la semaine dernière, une victoire hier, donc pour l'instant c'est comme le reste de l'effectif senior, quoi, tout va bien. Après c'est ça, invaincu. Voilà, invaincu. Je n'ose pas le dire, mais pourtant c'est la réalité. On avait surtout à se racheter par rapport au week-end dernier, parce qu'on a un peu déjoué, parce qu'on gagne, mais on mérite pas trop de gagner. Et là, du coup, on s'est bien racheté. On a gardé notre niveau de jeu, on a mis notre vitesse de l'année dernière, on a repris. On a bien bossé et on s'en sort vraiment bien. On est assez content. Ouais, vous en sortez bien. On va le rappeler, 76 à 0, une fiche de précision, un bonus offensif. Oui, 12 essais marqués pour l'équipe de l'Avenir Valencien hier, et donc la confirmation, tu le disais Félix, de la victoire là aussi de la semaine d'avant à Saint-Sulpice, et la réserve comme l'équipe première qui est en tête de son championnat. VFM Sport, tous les lundis soirs de 19h à 20h sur VFM.
Alors pour la réserve, c'était à égalité puisqu'il y a 3 équipes à 9 points, Riom et Villefranche-de-Lauragais aussi. Mais pour l'équipe première, on va voir les autres résultats tout de suite pour voir que c'est là l'Avenir Valencien qui est seul leader. Tout à fait, l'Avenir Valencien qui est seul leader puisque l'équipe qui avait pris un bonus offensif la semaine dernière, c'était Balma, et Balma se déplaçait cette semaine en Aveyron contre Levezou-Ségala, et ils se sont inclinés 12-16 là-bas, et malgré qu'ils ramènent un bonus défensif, Balma qui reste on va dire en haut du classement, mais cette défaite pour l'instant n'est pas forcément significative en termes de place. Pendant ce temps-là, Cahors se déplaçait à Riom. Cahors l'année dernière qui était une grosse équipe mais qui a perdu beaucoup de joueurs, on en parlait hier au stade, plus de 18 joueurs qui sont partis de Cahors cette saison, et ils reconstruisent surtout avec les jeunes joueurs qu'ils avaient en effectif réserve l'année dernière. Ils se sont inclinés à Riom 27-19. Pendant ce temps-là, l'Eyrac, les voisins du Lot-et-Garonne, recevaient Saint-Sulpice et s'est imposé 42-10 avec un bonus offensif pour l'équipe de l'Eyrac. On a suivi le match à distance, c'est vrai hier, mais puisque l'Eyrac a commencé à 15h30 avec un décalage, mais c'est vrai qu'ils se sont largement échappés d'entrée et se sont jamais fait reprendre et jamais inquiétés par l'équipe de Saint-Sulpice, cette équipe de l'Eyrac qui se construit plutôt après avoir tenté l'année dernière l'aventure de la Fédérale 2. Ils se sont maintenus de façon assez confortable l'année dernière, et c'est vrai que cette année ils ont des ambitions qu'ils affichent peu à peu, avec pour l'instant ils sont invaincus, ils sont allés faire match nul à Riom la semaine dernière et une victoire bonifiée ce week-end. C'est une équipe qu'il faudra prendre au sérieux dans cette poule. Tout à fait, avec d'autres équipes, je pense qu'il faudra prendre au sérieux l'équipe de Gaillac et du FCTT qui s'affrontaient pour peut-être ce qui est l'un des premiers chocs une première rencontre en tout cas au sommet de la poule 5, et l'équipe de l'UFCTT, l'équipe toulousaine qui est allée s'imposer à Gaillac, qui s'impose 13-12, bonus défensif pour l'équipe de Gaillac, mais les prochains adversaires de l'Avenir Valencien qui sont allés s'imposer à l'extérieur, donc équipe à surveiller en tout cas. Et pendant ce temps-là, l'équipe de Castel-Sarrazin qui recevait Villefranche-de-Lauragais et qui s'est imposée 34-19 avec un bonus offensif pour les joueurs du CAC. Au niveau du classement pour l'instant, donc l'Avenir Valencien, seule équipe en tête avec 9 points, 2 victoires en 2 matchs, plus un bonus offensif glané ce week-end. C'est un point de mieux que le prochain adversaire des Valenciens, le FCTT, puisque les Toulousains ont 2 victoires mais pas de bonus avec 8 points, ils sont à la 2e place. L'Eyrac est 3e, toujours invaincu, on le disait, 7 points, une victoire bonifiée et un match nul pour les Lot-et-Garonnais. À la 4e place, on retrouve ex-aequo Balma et Riom. Balma avec une victoire, une défaite, mais 2 bonus. Et 6 points, et Riom avec une victoire et un match nul, mais pas de bonus pour les joueurs de Riom, donc qui sont à la 4e place ex-aequo. À la 6e place, 3 équipes à 5 points, c'est Castel, Gaillac et Levezou-Ségala. Ensuite, on retrouve à la 9e place Villefranche-de-Lauragais avec une seule victoire et ferme la marche pour l'instant. Castelnaudary avec un point de bonus défensif la semaine dernière. Cahors et Saint-Sulpice avec pour le moment 0 point. Ça, c'est pour l'équipe première. Pour ce qui concerne l'équipe réserve, Félix, dans la poule, est-ce que tu as les résultats ? Oui, j'ai les résultats avec l'équipe de Villefranche-de-Lauragais qui est allée s'imposer à Castel 23-20. Alors pour petit rappel, l'équipe de Villefranche-de-Lauragais quand même, c'est l'équipe championne de France en titre, réserve fédérale 2, donc je pense qu'il y a une belle équipe. Gaillac et FCTT se sont séparés sur un match nul 6 partout. L'Eyrac s'est imposé contre Saint-Sulpice 23-18. Levezou-Ségala s'est imposé 19-8 contre Balma. Riom s'est imposé contre Cahors 12-10 et on l'a dit, Valence-Agen 74, il me semble que c'était 76. Ouais, il y a peut-être une transformation qu'on n'a pas vue. Une transformation que tu as marqué en drop, il me semble, Maxime, la dernière. 76-0. 76-0. 76. J'avais compris. Ça ne devrait pas se jouer à 2 points normalement au classement, mais bon, non, c'est bon. Bien. Pour l'instant, en réserve, donc 3 équipes à 9 points, Villefranche-de-Lauragais, Riom et l'Avenir Valencien. Ensuite, on retrouve le FCTT avec 7 points et un match nul et une victoire. On retrouve ensuite Castelnaudary, Levezou-Ségala et l'Eyrac avec 4 points. Vient ensuite Gaillac avec 3 points, Cahors avec 3 points également, Balma 2 points, Saint-Sulpice 2 points et ferme la marche en réserve pour l'instant après 2 matchs, la réserve du CAC. Voilà pour les résultats de cette Fédérale 2. On va passer tout de suite au reste du rugby amateur. BFM Sport, rugby amateur.
Allez, on passe au reste donc du rugby amateur tarn-et-garonnais et on va s'intéresser tout de suite à la Fédérale 3, Félix, avec trois équipes concernées par la Fédérale 3. D'abord dans la poule 10, Caussade recevait la vallée du Giroux. Oui, hier après-midi. Caussade recevait la vallée du Giroux et l'équipe de Caussade qui s'est imposée 21-15 avec un bonus défensif pour l'équipe de la vallée du Giroux. Une équipe de Caussade qui continue sur sa belle lancée de l'année dernière et qui pour l'instant arrive à faire bonne impression en Fédéral 3. C'est bien. 2 réceptions pour eux pour démarrer la saison. Ils se sont imposés 2 fois. Pour l'instant, le contrat est rempli pour les joueurs de Caussade. L'autre équipe du Tarn-et-Garonne de cette poule 10, Félix, c'est Nègrepelisse et ça s'est bien passé pour Nègrepelisse. Relégué la saison dernière de Fédéral 2, mais qui démarre sur les chapeaux de roue sa saison en Fédéral 3. C'est ça, l'équipe de Nègrepelisse qui démarre sur les chapeaux de roue, comme tu dis, 28-6 contre Saint-Cernin et une équipe de Nègrepelisse qui est à 2 matchs de victoire, 2 bonus offensifs. Je sais pas si c'est le Saint-Cernin où on avait joué nous avec Valence à l'époque, mais il fait froid. Là-haut, il valait mieux y aller maintenant. Parce que si c'est celui du Cantal là-bas, c'était... Ouais, ça pique. Les autres résultats dans la poule 10, Tournefeuille a battu Nérac largement 60-7, Léguevin a battu La Capelle-Marival 47-27, Soragout s'est imposé du côté de la Saudrune 15-10 et Figeac dans le derby face à Figeac face à Decazeville s'est imposé 22-21. Attends, je suis peut-être nul en géographie de Decazeville, il fait pas beau en hiver non plus. Ouais, c'est l'Aveyron quoi. C'est la cuvette. Mais c'est parce que t'as jamais été à Saint-Cernin que je dis. Sinon tu t'en rappellerais. Allez, autre résultat qui concerne le Tarn-et-Garonne dans la poule 12. Beaumont de Lomagne recevait Bazas et s'est imposé. D'ailleurs, on les remercie les Beaumontois parce qu'ils nous ont bien aidés pour l'ébauche de multiplex multi-rugby qu'on essaye de faire au niveau local. Hier, parce que j'avais en direct l'évolution des scores et les impressions des dirigeants de Beaumont pour vous le faire vivre en direct. C'était très agréable et on les remercie. Oui, l'équipe de Beaumont qui s'est imposée contre Bazas 32-8 avec un bonus offensif. L'équipe de Beaumont qui est deuxième de sa poule avec surtout 2 matchs de victoire, un bonus offensif, c'est ce qui est à noter pour ce début de saison. Un bon début de saison pour l'équipe de Beaumont qui avait peut-être un petit peu raté son début de saison la saison dernière et qui cette année redémarre comme il faut. Ouais, à noter malheureusement pour eux pas mal d'indiscipline qui a failli leur coûter cher puisqu'ils ont passé 20 minutes en infériorité numérique pour des cartons jaunes ou blancs et ils ont pris un carton rouge, les Beaumontois, suite à une échauffourée. Les autres résultats de cette poule 12, Casteljaloux, ça va plaire à Thierry, s'est imposé face à Sainte-Foy-la-Grande 28-5. Gimont a battu Vallée-du-Lot 30-13. Grenade a battu Montflanquin 34-16. Bonne Encontre a battu L'Île-en-Dodon 32-17. Et Condon s'est imposé face à Lalinde 27-16. On passe maintenant à la série Occitanie, et on va s'intéresser à la division honneur, la poule du Tarn-et-Garonne, puisqu'il y en a on va dire qu'il y en a une qui est consacrée à ça. C'est la poule. Elle est où c'est pas la 3. Non, c'est la dernière. C'est la 4. C'est la poule 4. C'est facile de toute façon. C'est le Lot, le Tarn-et-Garonne et perdu au milieu. Il y a deux Gersois. Mais bon, pour l'instant, on va s'intéresser d'abord au Tarn-et-Garonnais puisque ça s'est bien passé pour eux. Moissac s'est imposé du côté de Morse. 17-8. Moissac qui s'impose du côté de Morse, comme tu le disais. Un derby, même un derby très, très chaud, entre Montauban Racing Club et Bressolles. Le Racing qui s'impose 15-13 à domicile avec un bonus défensif pour l'équipe de Bressolles. Et pendant ce temps-là, malheureusement, l'équipe de Lozerte qui est allée s'incliner à Gourdon, mais dans leur malheur, ils rapportent quand même un point de Gourdon. Ouais, je pense que c'est une bonne performance pour l'équipe de Lozerte. C'est une bonne performance, d'autant que quelques minutes avant, la réserve s'était imposée 15-3. Donc, une bonne après-midi quand même pour les joueurs de Lozerte qui, du côté de Gourdon, qui fait figure quand même à mon avis de favori dans cette poule, ou en tout cas d'équipe intéressante à suivre. L'équipe de Lozerte ramène donc un point de bonus défensif encourageant, et là aussi on remercie les dirigeants de Lozerte qui ont joué le jeu du multi-rugby en nous tenant au courant de l'évolution des résultats. Petit à petit on va arriver à vous construire un truc sympa, je pense, pour les dimanches après-midi. On est en train d'y travailler, de nouer des contacts qui pourront être sympas. Est-ce que tu as le classement de la poule 4 de Non, j'ai pas les classements. Tu l'as pas. Bon, ben c'est pas grave, on va faire ça et on va s'intéresser à... Alors attends, peut-être que je les ai sur mes fiches blanches.
Eh oui, si tu suis pas avec les bonnes fiches. C'est ça, alors tu m'as dit poule combien ? 4, oui c'est bien ça. 4. Donc oui je l'ai. Gourdon voilà. premier avec 9 points, Montvezin deuxième avec 8 points, Moissac troisième avec 6 points, à égalité avec Saint-Céré, Lozerte, Racing Montalbanais 6e avec 5 points, Bressol 7e avec 3 points, Lectour 8e avec 3 points, Bretenoux-Biars 9e avec 1 petit point et Morse dernier avec 0 point. Allez, à noter que en division honneur, ce week-end, il y aura les rencontres à suivre pour ce week-end en honneur. Ce sera Moissac Racing Montauban dimanche à 15h pour le derby, puisqu'il y en aura pratiquement un toutes les semaines, vous inquiétez pas. Donc Moissac Racing Montalbanais, Bressol recevra Bretenoux et Lozerte recevra Morse en division honneur. En première série, Félix, pour Montèche, ça s'est bien passé face à Villemur-Fronton. Tout à fait, Montèche qui s'est imposé 26-16, pendant que dans la même poule, Montclar recevait Capdenac et s'est imposé 8-6. Les autres résultats de cette poule, l'Union a battu Villefranche-de-Rouergue 18-16, Séverac a largement dominé Ramonville 40-0 à Ramonville et le CA Castelnaudais a battu Mont-de-la-Cône 33-6. Montèche, en deuxième, qui est solide leader de poule. Ouais. Voilà, je pensais qu'on ferait un petit point. Montèche et Montclar justement, qui sont les deux seules équipes à avoir remporté leurs 2 premiers matchs en ayant tous les deux un bonus offensif. Donc je pensais que c'était à noter. Je pense que c'est à noter. Montèche premier, Montclar second dans cette poule 4 de la première série. En deuxième série, dans la poule 4 également, Grisol s'est imposé dans le derby tarn-et-garonnais face à Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas, 15-11, victoire pour Grisol. En deuxième série, à suivre également la victoire à l'extérieur de Fignan face à Launaguet, 16-8. Voilà pour les clubs tarn-et-garonnais, puisque Verdun face à Rougier, le match a été reporté. Autre résultat dans cette poule, le Cidobre a battu Briatex 20-9 et Cœur de Lomagne a battu Viviez 27-20. Tout à fait. Fignan qui est premier de poule avec 9 points et qui est dans cette poule suivi par Cidobre qui sont les deux seules équipes à s'être imposées 2 fois depuis le début de la saison. Et Grisol pour l'instant est à la 7e place avec 4 points. Oui, à noter dans cette poule 4, un Cœur de Lomagne voisin, puisque c'est l'équipe de Saint-Clar, Cœur de Lomagne. D'accord. Et ils sont dans la poule de nos féminines, les Suricates, qui ont Cœur de Lomagne dans la poule avec Auch notamment. En quatrième série maintenant, on va s'intéresser à la poule du RC Brulois que je cherche avec Régnès 7 points, poule 6, voilà. Puisque on vous l'annonçait hier pendant la retransmission de l'Avenir Valencien, le RC Brulois bénéficie du forfait de 7 fonds pour s'imposer 25-0 sur tapis vert, mais victoire quand même pour le Brulois, c'est à noter. Ils en avaient eu qu'une l'année dernière, ils en ont au moins autant cette année, à moins que cette fonds fasse un forfait général derrière, mais bon, ce serait dommage et c'est pas ce qu'on leur souhaite. Donc le Brulois qui s'impose sur tapis vert 25-0. Dans le même temps, dans le derby du Tarn-et-Garonne, l'Honneur de Cos s'est défait de Régnès 15-13 dans la même poule. Gondrin a battu Baz-Armagnac 19-14 et Brens s'est imposé du côté de Roquette 25-20. Tout à fait, et dans cette poule 6, du coup, on retrouve l'équipe du RC Brulois qui est à la 6e place avec 5 points sur cette victoire par forfait. C'est pas dernier. Ouais, même si je pense qu'il leur tarde vraiment de pouvoir s'imposer sur le terrain, les armes à la main, on les connaît, les joueurs du RCB, et il leur tarde vraiment de pouvoir s'imposer pour une première victoire cette saison. De mémoire, je crois qu'ils recevront Brens pour leur prochain match à domicile, et ce sera le 13 octobre. Pour les joueurs du Brulois. En attendant, est-ce qu'ils vont à l'extérieur ? Oui, ils ont un match à l'extérieur à jouer. Non, ils sont exempts lors de la prochaine journée, les joueurs du Brulois. C'est pour ça qu'ils reçoivent encore la prochaine. Qu'ils reçoivent une 3e fois d'affilée. On a été complet sur le rugby amateur. À noter que dimanche à 15h, donc à Valence, il y aura les Suricates qui joueront face à Auch leur premier match de championnat et que normalement on devrait avoir des représentants de cette équipe féminine la semaine prochaine dans l'émission pour nous parler justement de ce début de saison et de ce premier match de la saison. Les filles qui se sont inclinées en amical face aux cheminots TCMS en amical, donc les filles match de préparation. Elles se sont inclinées donc face au TCMS. Prochain match pour l'Avenir Valencien, ce sera dimanche en direct sur VFM à partir de 14h15. On devrait être en direct pour vous faire vivre. Si on me donne l'adresse du stade. Ouais, on va la trouver.
Parce que Toulouse, c'est grand. Oui, puis surtout que le FCTT, ils ont changé de stade. Enfin, j'ai eu toute une histoire autour du stade du FCTT pendant l'été, justement. Donc, il faudrait que j'arrive à trouver l'adresse du stade. Ouais. Déjà qu'avec l'adresse, des fois, tu ne trouves pas de suite. Allez, on se fait une pause musicale et on revient tout de suite après. On fera le point sur la Fédéralune. BFM Sport, rugby amateur. VFM Sport, tous les lundis soirs de 19h à 20h sur VFM. On est de retour dans VFM Sport, page rugby amateur toujours, puisque il n'y avait pas de rugby pro, top 14 ou pro des deux cette semaine. On va s'intéresser, Félix, à ce qui s'est passé du côté de la Fédéralune. Et après avoir rapidement dit que l'équipe de Massy, qu'on suit avec un petit peu plus d'attention que les années précédentes, puisque c'est l'équipe de Yves Lescout qui était à nos côtés dans VFM Sport la saison dernière, s'est de nouveau imposé sans l'ancien Valencien dans ses rangs, puisqu'il n'était pas dans le groupe ce week-end du côté de Villeurbanne, 40-19. Mais on va surtout nous, Félix, s'intéresser à deux poules, la poule 3 et la poule 4, puisque c'est plutôt celle qui concerne les clubs du Sud-Ouest. On va s'apercevoir que certaines équipes démarrent de façon surprenante. Oui, tout à fait. Les équipes qui démarrent de manière assez surprenante. Et je pense que tu fais peut-être référence à l'équipe de Groyer qui s'est imposée ce week-end contre Oloron 18-10. L'équipe de Groyer qui en 3 journées a déjà récupéré 5 points. Donc, c'est autant que l'année dernière. C'est ce que j'allais dire. On sent peut-être un petit peu d'ironie dans ce que tu dis, à peine, mais c'est autant que l'année dernière. Et l'équipe de Groyer qui s'est imposée en tout cas à domicile. Belle performance. Dans cette poule 3, on retrouve des équipes qu'on a côtoyées la saison dernière. Ou alors la saison d'avant, mais c'est vrai que c'est que des équipes qu'on a l'habitude de rencontrer sur les pelouses de l'Avenir Valencien les années précédentes. C'est ça. Donc l'équipe de Lavore qui allait s'incliner sur le terrain du SCA à Albi, 40-5. Grosse performance encore une fois de l'équipe d'Albi. L'équipe de Montléon qui s'est déplacée à Pamiers et qui s'est imposée 17-3. Pamiers, c'est les promus ouais. L'année dernière, qui avait sorti Gaillac notamment dans la course à la montée. Blagnac recevait Tarbes et s'est imposé 19-3. Florence recevait Lannemezan et s'est imposé 16-15. On l'a dit, Groyer s'est imposé contre Oloron 18-10 et Saint-Sulpice sur l'Aise s'est imposé contre Bagnères de Bigorre 28-13. Toutes ces noms d'équipes qui rappellent des souvenirs de la saison dernière. Alors au niveau du classement de cette poule 3, Albi est pour l'instant en tête avec un sans faute, 3 matchs, 3 victoires et 3 bonus offensifs. Pour Albi, 15 points donc seul en tête de cette poule devant Blagnac avec 3 victoires également au compteur. Ces deux équipes sont les seules invaincues dans cette poule après 3 journées, puisqu'à la 3e place, on retrouve Tarbes qui s'est incliné donc du côté de Blagnac ce week-end avec 10 points. À la 4e place, on retrouve ex-aequo avec 9 points Moléon et Saint-Sulpice, deux équipes avec déjà 2 victoires, tout comme Fleurance, mais qui a un bonus offensif de moins pour Fleurance. Lavore est 7e avec 5 points, tout comme Pamiers et Groyer. On retrouve à la 10e place Bagnères avec une seule victoire en 2 matchs et puis ferme la marche pour l'instant avec un seul petit point de bonus défensif, Oloron et Lannemezan. On passe maintenant à la poule 4, Félix, avec les autres résultats de cette poule sud-ouest, là aussi. Oui, une poule du sud-ouest où on retrouve l'équipe de Marmande. Pas tout à fait sud, parce qu'il y a quand même il y a Rennes quand même. Ouais, ouest, sud-ouest, on va dire, allez. Ouais, voilà. Mais bon. L'équipe de Marmande, en tout cas, qui recevait Bergerac et qui s'est imposée 38-7 avec un bonus offensif. Niort recevait Saint-Jean-de-Luz et s'est imposé à domicile 26-21. Tyros recevait Anglette et s'incline 16-22 à domicile. Bassin d'Arcachon recevait Rennes et s'est incliné contre Rennes. Oui. D'accord, 22-6, pardon. 22-6, pendant que Cognac Saint-Jean-d'Angély recevait Nantes et s'impose 42-28. Et Dax recevait Trélissac et s'impose 48-41. C'était journée porte ouverte. Oui, c'est ça. 48-41. La défense, ça a dû être un peu compliqué. Ouais, c'est clair. C'était journée porte ouverte. C'est la première victoire de Dax cette saison. Dax qui a du mal à faire. Ouais, ils avaient du mal. Ils avaient 2 défaites au compteur après 2 matchs et ils se sont imposés ce week-end donc avec cette victoire 48-41.
Au classement de la poule 4, Cognac, Saint-Jean d'Angély et Anglet sont en tête avec 3 matchs, 3 victoires, 12 points au compteur pour ces deux équipes. Donc pas de bonus du coup, ni pour l'une ni pour l'autre, pas de bonus offensif pour ces deux équipes. On retrouve ensuite à la 3e place 2 équipes avec 9 points, Saint-Jean-de-Luz et Marmande. Niort avec 8 points est à la 5e place, 6e Rennes avec 6 points, Tyros avec une seule victoire et Nantes sont à la 7e place, tout comme Dax du coup et Bergerac avec 5 points. Ferme la marche pour l'instant Trélissac qui, malgré la présence d'Olivier Laurent dans les rangs du staff, a du mal à décoller cette saison, et le bassin d'Arcachon est dernier pour l'instant avec 0 points. Voilà pour les résultats des 2 poules de Fédéral 1. Je m'aperçois en les lisant que peut-être on peut regarder aussi la poule 2, parce qu'il y a quand même des équipes qui peuvent nous intéresser dans cette poule 2, Félix, notamment Narbonne, qui s'est incliné à domicile ce week-end face à l'équipe de Bourg qui descend de Pro D2. C'est ça, l'équipe de Bourg qui descend de Pro D2 et qui s'est imposée 21-17 à Narbonne. Avec dans la même poule, on retrouve aussi Bourgoin qui s'est imposé 29-14 à Castanet. Serré qui s'est déplacé à Château-Renard et qui s'impose 18-17. Yerkarkeran qui s'impose à domicile 16-12 contre Nice. Et l'équipe de Mazamet qui s'incline à domicile 32-7 contre Nîmes. Ouais, on n'a pas le résultat de Aubenas. C'est un match qui a été remis. Bédaride, match qui a été remis. Au niveau du classement, dans cette poule 2, c'est pour l'instant Bourg qui fait le voyage en tête avec 14 points en 3 matchs. Devant Yerkarkeran, 13 points et Bourgoin avec 13 points également. Ces 3 équipes sont invaincues pour l'instant. Ensuite, à la 4e place, on retrouve Narbonne avec 9 points. À la 5e place, Aubenas, mais qui a un match en moins, avec 8 points. Nice, avec 6 points, est à la 6e place, devant Nîmes. Et Bédaride, avec 5 points. Serré, avec 4 points, est à la 9e place. Château-Renard, 2 points, et 10e. Et 2 équipes à 0 points dans cette poule. Castanet, pour qui ça démarre pas très bien. Et Mazamet, là aussi, 0 points pour les 2 équipes. Allez, on va s'intéresser maintenant au rugby pro et délaisser un petit peu le rugby amateur, le rugby pro ou le rugby mondial même, puisque ce week-end a démarré la Coupe du Monde, Félix, du côté du Japon évidemment, et on va commencer bien sûr par la victoire des Français face à l'Argentine. On va essayer d'en faire un grand format, puisque pour le reste, pas de surprise, donc toujours pas. C'est presque la seule surprise de ce début de Coupe du Monde. Pour les mauvaises langues, pour oui. les mauvaises langues, mais en tout cas dont je fais partie en tout cas. Mais c'est vrai que la France s'est imposée donc de justesse 23-21 pardon, face aux Argentins. Une victoire acquise en première mi-temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tout à fait. Une victoire acquise en première mi-temps. L'équipe de France qui finit la première mi-temps à 20-3, si je ne m'abuse. Et, tu ne t'abuses pas. Et qui finit le match à 23-21. Donc, après avoir été mené 21-20. Après avoir été mené 21-20. Du coup, une première mi-temps plus que réussie, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une première avec de bonnes actions, avec des individualités qui ont su briller, et une équipe de France qui a été assez conquérante, et on a retrouvé l'équipe de France en fait sur la globalité du match comme on la connaît, c'est-à-dire forte en première mi-temps et très décevante en deuxième mi-temps. Alors ce problème, il semble qu'il a été vu par le staff et qu'il est travaillé, mais en deuxième mi-temps, s'ils l'ont pas vu, c'est qu'ils sont complètement mûrs. Oui, voilà. Déjà qu'ils n'avaient pas vu quand Dupont a commencé à être fatigué, alors si là ils n'ont pas vu qu'on n'avait pas été bon en deuxième et bon en première. Là en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va dire quand même que le choix d'avoir mis les anciens sur le banc peut-être a été une bonne solution, puisqu'ils ont réussi à apporter un petit peu d'expérience en fin de match, qui a réussi peut-être à canaliser un petit peu cette fin de match difficile, et Camille Lopez qui s'est placé pas comme un sauveur on va dire, mais en tout cas comme un joueur réaliste et qui a réussi à marquer ce drop de suite après avoir été mené au score, et qui permet à l'équipe de France de s'imposer 23-21. Voilà, moi j'ai trouvé cette équipe de France intéressante en première mi-temps, avec des joueurs que je m'attendais pas forcément à être aussi impactants. J'ai bien aimé Vakatawa en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps je comprends pas comment est-ce qu'on fait pour s'éteindre comme ça, pour s'éteindre sur une deuxième mi-temps où même si on sait que les Argentins vont réagir, moi j'ai pas trouvé les Argentins extraordinaires. Thierry, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de l'équipe de France ? Eh bien, c'est difficile parce que l'équipe d'Argentine, ils ont failli passer devant. Oui, ils sont passés devant même. Ils sont passés devant, mais ils ont failli s'imposer à la dernière seconde. Un match compliqué pour les Bleus, mais une première mi-temps pas mal quand même. Oui, ils ont eu chaud aux fesses, les Français. Les Français.
Ouais. Donc ils ont failli s'incliner Ils ont gagné. et ils ont gagné 23-21 à la dernière seconde. Bon, Kevin, comment tu les as trouvés ces Bleus ce week-end? Moi très bien, écoute, ils ont gagné donc c'était le principal. Après oui on va pas mettre 40 points à l'Argentine comme ça à la mi-temps, je trouvais ça un peu trop beau pour être vrai. Donc mais on a gagné, c'est le principal et maintenant il reste quoi? Un match, un quart. On va sûrement être en quart de finale si on fait pas de bêtises. Donc il y a un match pour pourquoi pas faire une bonne Coupe du Monde. Alors il va falloir être vigilant quand même parce que les Tonga contre les Anglais, ils ont tenu une mi-temps, la première. J'ai dit si on fait pas de bêtises. Voilà. Parce que s'ils font pareil contre les Français, qui tiennent la première mi-temps, vu qu'on est mauvais en deuxième, ça va être compliqué. Il y a un moment donné où on va se retrouver compliqué. Ça va être compliqué. Maxime, comment tu l'as vécu toi cette victoire de l'équipe de France? Qu'est-ce que tu en as pensé? Victoire de 20. On est allé dans un Au goûteur de vin, goûteur de vin voir le ça match. Valence, on peut le dire. Il faut pas faire de pub. Normalement, on n'a pas le droit. Et, À consommer avec modération. En plus. non, j'étais assez content de voir. Il y avait pas mal de jeunes qui étaient titulaires. Du coup, j'ai l'impression que ça a un peu plus dynamisé l'équipe et ils se sont libérés. Et moi, j'ai bien aimé cette première mi-temps, quoi. Ouais, Félix, on peut le dire, hein, dans les satisfactions plutôt en première mi-temps et puis sur la globalité du match, Ntamak a répondu présent malgré la pression qu'on pouvait lui mettre sur les épaules pour ce premier match avec un jeu titulaire à l'ouverture. Ouais, c'était son premier match de Coupe du Monde, on va dire avec l'équipe senior, et il a joué titulaire à l'ouverture. C'est pas forcément un poste sur lequel il a l'habitude, mais je trouvais aussi qu'il avait fait un bon match, capable de bien animer le jeu offensif de l'équipe de France. Après, il n'y a que dire, rien à dire de plus, hein. Il a rempli son rôle de buteur parfaitement. Il a réussi à donner l'avantage quand il fallait à l'équipe de France. C'est une des satisfactions de ce match, en tout cas dans ce rôle de demi d'ouverture. Après, ça demandera confirmation. Moi, j'avais annoncé que l'équipe d'Argentine ne serait pas si forte que tout le monde pouvait penser. C'est ce qu'on avait vu, et les Argentins, c'est la clairement, dernière équipe qu'on a battue. Hein. Oui, Ils sont loin derrière nous au classement mondial. Hein. C'est pour ça que plus mal que nous, j'ai envie de dire. C'est pour ça que moi, l'équipe d'Argentine, c'était vraiment c'était le match, comme tu disais, Kevin, à pas perdre pour se qualifier en quart de finale. Maintenant, attention à pas faire de bêtises. Je suis bien d'accord, parce que contre les Tonga, c'est pas gagné. Les Tongiens, ils vont la jouer, je pense, ils vont nous rentrer dedans comme ils savent faire, et je suis pas persuadé que ce soit quelque chose un défi qu'on soit capable de relever facilement. Alors pourquoi on parle de bêtises? Parce que tout simplement, les Français vont jouer ce match face aux Tonga seulement 4 jours après le match face aux Américains. Il y a d'abord un match face aux États-Unis qui aura lieu le 3 octobre, je crois. Oui. Et ensuite, on rejoue que 4 jours après, donc peu de récup. Au rugby, 4 jours c'est rien, donc il faudra largement faire tourner l'effectif, tout est réuni pour la boulette, quoi. Et si jamais les Tonga ont fait un beau match face à l'Argentine, ça peut nous. Mais si les Tongiens. Ça peut les mettre dans le match, quoi, pour la qualif. C'est ça. Si les Tongiens battent les Argentins, les Tongiens sont dans la même situation que nous. C'est-à-dire qu'ils doivent gagner pour se qualifier en quart de finale, parce qu'eux, ils auront déjà 3-4, ils auront déjà joué contre les Anglais. Il leur restera plus que les Américains à affronter. Prochain match, c'est Tonga-États-Unis. Ah oui, d'accord. Pour l'entrée en liste des Américains. Ensuite, France-Tonga. J'avais mal lu alors. Voilà. Ensuite, France-Tonga, et ils finissent Tonga-Argentine et France-Angleterre. Donc quoi qu'il arrive, les Tongiens, ils jouent leur qualif contre nous, ils vont arriver le couteau entre les dents, et on sait que les Tongiens en Coupe du Monde, ça peut nous jouer de mauvaises surprises, puisqu'en 2011 on avait perdu contre eux en phase de poule. Ça nous avait quasiment coûté la qualif. Donc après, je les ai pas trouvés transcendants contre les Anglais, les Tongiens. La qualif, puisqu'ils n'avaient pas marqué. Ça avait failli, on marque un essai et ça suffit à ce qu'on prenne un bonus, pas un bonus défensif, mais on se sauve au nombre d'essais marqués, et on va en finale derrière. Donc c'est ça. Donc moi je dis attention, parce qu'on avait beaucoup parlé de ce match contre l'Argentine. Est-ce que une belle réussite contre l'Argentine nous ferait pas peut-être se relâcher un petit peu trop pour ces 2 prochains matchs qui arrivent, et les 4 jours de récup, est-ce que c'est pas... moi je me pose la question, messieurs les joueurs, parce que c'est vous qui les pratiquez, 4 jours de récup, ça fait pas beaucoup quand même? Max? Non, ça fait pas trop. Quand on est jeune, ça va, mais des matchs à cette intensité-là, il faudra pas trop fêter la victoire face aux Américains, en fait. Et je pense qu'avec l'intensité qu'ils y mettent, je pense que 4 jours, c'est pas de trop. Ouais, il y aura besoin de faire tourner, en fait, mais c'est pour ça qu'on a un effectif de 30.
quand même que des bons joueurs là. Si on n'arrive pas en zone tournée à gagner les États-Unis. Là d'ailleurs, le groupe sera au complet puisque Fofana blessé a été remplacé par Barassi, le Lyonnais, qui devrait pas tarder à arriver au Japon. Donc lui, il va falloir qu'il digère le décalage horaire, mais il pourra peut-être postuler pour le match face au Tonga, qui sait, avec ses qualités. Et on se rapproche petit à petit. On inclut des joueurs champions du monde U20 il y a 2 ans, pas sur la dernière génération, mais sur la génération d'avant. Ntamak, Barassi. Il manque plus que Carbonel à l'ouverture et il y aura la ligne de 3/4 des U20 champions du monde il y a 2 ans. C'est pas Penon au centre avec Ntamak? Non, c'était Barassi Ntamak au centre. D'accord, ok. Et donc voilà, on va voir, on va suivre avec beaucoup d'attention la suite de ce mondial. C'est vrai que pour l'instant, alors il y a eu un gros match, bien sûr, dont on va parler, qui était probablement l'affiche, la finale de cette. Si c'est la finale, ce sera probablement pas volé. En tout cas, sur ce qu'on en a vu et sur ce qu'on a vu des autres équipes, ils sont largement au-dessus. C'est le Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Un des rares matchs que je regarde à la télé où je me dis vraiment, j'aurais pas aimé être sur le terrain. C'est ce qu'on s'est dit tous les deux. Moi, je me suis dit. Il y en a plein, hein, je les regarde, je me dis putain, j'aimerais bien en être, il y a l'ambiance et tout. Là, non, ni d'un côté ni de l'autre. D'un côté, ça va trop vite et de l'autre côté, ça va trop fort. Voilà. Moi, surtout, d'un côté, ça va trop vite, de toute façon, je les attraperai pas. Et de l'autre côté, j'ai pas envie qu'ils m'attrapent en fait. T'as pas envie de se trouver d'un côté de ces bêtes quand il arrive, t'as pas envie d'être en face. Donc après, voilà, moi, je dois avouer que c'est le match qui m'a le plus impressionné et c'est le match qui m'a le plus fait prendre conscience que, l'équipe de France n'était pas invitée, je pense, à ce niveau-là. C'était impressionnant. Enfin, moi, je trouve que ça va tout le temps à 2000 à l'heure. Ça se rentre dedans comme c'est pas permis. Et puis, ce qui m'impressionne encore plus, c'est que les Blacks, ils se font rentrer dedans par les Sud-Africains, mais derrière, ils courent quand même plus vite. Ouais. Donc, au final, cette équipe de Nouvelle-Zélande m'a impressionné. Je les voyais pas aussi forts. Et sur ce match-là, ils ont su répondre au présent et ils m'ont impressionné. Ils avaient fait une rotation qu'on n'attendait pas. Barrett était à l'arrière et pas à l'ouverture. L'ouvreur que moi je connaissais pas, dont le nom m'échappe, mais voilà, Mwanga, merci. Il a été fantastique dans l'animation du jeu. Enfin, vraiment, c'est impressionnant et tout en vivacité. En face, il y avait Golgoth 1 jusqu'à Golgoth 15, voire 23. 14. Golgoth 14. Colby, je vais pas me dire que c'est un Golgoth. Oui, c'est ça. Oui. Colby, prends le plein fer, te sors pas et tu vas voir un peu ce qui va t'arriver. J'imagine bien, mais je préfère quand même. Déjà, Colby, je le prendrais pas plein fer parce que je toucherai pas. Non, mais je préférerais voir Colby arriver qu'il se best. Oui, c'est sûr que si tu te retrouves coincé entre les deux, il fait pas bon y être. Je pense, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même super solide et puis voilà, ils ont des qualités toutes les deux. Les deux équipes. Après. Parmi les autres favoris, j'ai l'impression quand même qu'il y en a pas beaucoup qui ont forcé pour s'imposer dans leur premier match, que ce soit les Irlandais, les Gallois ou les Anglais. Les trois autres Européens n'ont pas été mis en danger. L'Écosse est très décevante, mais ça on s'y attendait. La Géorgie pas invitée, contrairement à il y a 4 ans où il y avait un petit truc autour des Géorgiens. Là ils ont vraiment pas fait le poids face aux Gallois et il m'en manque un, le Tonga face à l'Angleterre, c'est pareil, des Anglais brouillons qui quand même mettent une valise aux Tongiens sans prendre d'essai. Bon, pour l'instant on a l'impression que ces équipes-là sont prêtes et pas inquiétées sur leur premier tour en tout cas. Pas inquiété, non, elles n'ont pas donné l'impression d'être inquiétées en tout cas, mais comme tu le dis, je pense plus qu'on est dans une configuration de Coupe du Monde où cette année il n'y aura pas forcément de surprise, j'ai l'impression. L'équipe qui aurait pu être un peu surprenante, c'est le Japon, mais cette année on les attend. Justement, cette année on s'attend à ce qu'ils se qualifient, les Japonais. Donc, comme pour les autres, il n'y a pas eu de surprise. Ils ont gagné avec bonus offensif face aux Russes pour leur premier match, avec un match où ils avaient beaucoup de pression, sans doute, puisqu'ils étaient attendus par tous leurs supporters, tout leur pays. Ils ont mis un peu de temps à s'y mettre, mais ils ont quand même remporté le match avec le bonus offensif, donc finalement contrat rempli même pour les Japonais. C'est ça, tout le monde a rempli son contrat. Le seul match sur lequel on pouvait attendre une surprise ou non, finalement c'était le nôtre, qui était peut-être le plus important de cette première journée de phase de poule. Celui juste avant, peut-être les Fidji contre l'Australie, où les Fidjiens ont tenu pendant 1 heure et puis après se sont écroulés en fin de match, les Australiens prenant même le bonus offensif dans ce match-là. Ouais, mais
les Australiens, c'est pareil, on les verra passer contre les Gallois, et c'est à ce moment-là qu'on arrivera à noter du niveau de ces deux équipes-là, mais je pense pas forcément. Je pense que cette année, on va se retrouver avec la difficulté, c'était France-Argentine, et quand il y aura Écosse-Japon, où on verra les deux matchs qui seront pour les deux, pas surprise, mais les deux incertitudes au niveau des qualifiés. Mais même les Japonais cette année ne seront pas surprenants. Les Géorgiens, je pense qu'ils ont pas réussi à être surprenants. Ils tombent pas forcément dans la poule la plus simple non plus. Donc voilà, c'est à voir. Les Géorgiens, ils sont avec les Gallois. Les Gallois, les Australiens, ils sont pas. Je pense pas qu'ils soient au niveau. Voilà, je pense pas qu'ils soient au niveau de ces nations-là. Je pense que tout le monde aurait voulu tomber à la place du Japon. Je pense dans les équipes style Géorgie, Fidji ou quoi, tout le monde aurait voulu tomber à la place du Japon avec l'Écosse et l'Irlande, mais surtout l'Écosse, qui est la nation la plus prenable. Fidji à la place du Japon. Je pense que ça aurait. Je pense que ça sortait. Voilà, là... mais il y aura. Je pense cette année, tout le monde attend la première surprise de la Coupe du Monde, comme l'an dernier, comme il y a 4 ans, pardon. Et je pense que cette année, il n'y en aura pas. Ouais, c'est vrai que ça risque. Et encore, il y a 4 ans, le Japon avait créé la surprise en gagnant face au box, mais ils étaient quand même pas sortis et ça avait. Ouais, mais les Gallois avaient sorti les Anglais. Ouais, il y avait eu. On s'y attendait pas. Qui avaient sorti effectivement, oui, les Anglais. Tu as raison. Parmi les bonnes surprises de la Coupe du Monde au niveau des individualités, quelques noms qui peuvent ressortir de cette première journée. On a bien aimé Ficou avec l'équipe de France qui a fait un bon match. On a trouvé aussi peut-être Barrett à l'arrière avec les Blacks. On s'y attendait évidemment, mais là, après, je ne cherche pas les surprises forcément. C'est pas forcément des surprises. Voilà, moi il y a des joueurs que j'apprécie beaucoup. Moi, les 2 secondes de toi, je sais que tu les apprécies pas trop, mais les 2 troisième lignales des Australiens, je les trouve très forts. Ah là là, ils m'ont gavé moi. Voilà, je sais que tu les aimes pas, mais moi je trouve les 2 troisième lignales australiens vraiment très forts. Je les ai trouvés vieillissants, donc en retard, chicaillés sur chaque ballon par terre. Oh là là. Voilà, moi je les trouve encore très forts. Et alors là, tu vois, celui-là, j'aurais pas aimé le jouer parce que ça va trop vite, mais je pense que je leur aurais marché un peu dessus quand même. Ils arrêtent pas. Mako à côté, c'est un enfant de cœur. Ils sont tout le temps par terre. Oh là là, ils ont été pénibles les deux. Voilà, et après dans les jeux, on les connaît quoi. Je disais, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de surprises, même si je trouve toujours, alors j'ai toujours du mal à me rappeler de son nom, mais l'arrière écossais, je le trouve vraiment très très bon. Et je trouve Stuart Hogg, c'est ça. Et je trouve vraiment dommage qu'il soit écossais. Ouais, c'est ça, c'est dommage pour lui. Avec les Lions, il est forcément mieux servi et bien plus à son aise. Ouais, c'est vrai que les Écossais, ils ont été très limités face à une belle équipe d'Irlande, mais qui a même pas donné l'impression de forcer. Je sais pas, par contre, l'Irlande, moi, il m'inquiète un peu. Sexton, il tiendra pas toute la Coupe du Monde, c'est sûr. Il est déjà à moitié sur une jambe. Ouais, Maxime est d'accord avec moi. Et c'est vrai que bon, ça va être dur pour les Irlandais, à mon avis. Bon, l'avantage qu'ils ont, c'est que leur prochain match, c'est face au Japon. Donc s'ils gagnent face au Japon, après c'est tranquille pour eux jusqu'à la fin. C'est tranquille toute la saison pour eux, donc. Eh ben oui, mais là ça le sera aussi jusqu'en quart de finale. Donc voilà. Avant de refermer la page Coupe du Monde et rugby international, on va quand même donner un grand coup de chapeau à Daniel Gouveia qui ramène une médaille de bronze du championnat de France militaire, puisque ils ont battu avec l'équipe de France militaire, ils ont battu les Blacks 10-5 contre la Nouvelle-Zélande. Donc dans le match de classement, c'était cette nuit. Alors c'était un match compliqué puisqu'ils ont pris les poteaux sur la tronche au sens propre, puisqu'il y a des poteaux qui sont tombés. Mais voilà, les Français sont sortis vainqueurs de ce match face aux Néo-Zélandais. Donc l'équipe de France finit 3e. Et puis juste pour dire aussi, finalement les horaires c'est bien. Non, c'est trop tôt, 7h le matin, c'est trop tôt. Pour regarder Canada-Russie, je me lèverai pas, mais moi j'ai voulu me lever pour Fidji-Australie et c'était tôt. Je suis désolé, c'est trop tôt. À partir de 9h, ça va. C'est bien. Il en faut pas un de plus, mais c'est trop tôt. En tout cas, on a passé un bon week-end rugby. On aurait pu aller voir un peu de hand aussi, Félix, puisque on va finir avec l'info handball du week-end. L'Alva qui retrouvait le chemin des parquets ce week-end. On aura une émission un peu spéciale où on vous parlera un peu plus en détail de hand et où on invitera les représentants du club de l'Alva à venir parmi nous pour nous parler un petit peu du début de saison de leur équipe, de leurs équipes, parce qu'ils sont nombreux. Mais ce week-end, il y avait un match et ça
tu vas nous en parler. Ouais, il y a eu un match au COSEC, victoire de l'Alva, 30-19 contre Balma. Une belle première victoire. C'était pas forcément le gros morceau de la poule, mais c'était le premier match à domicile, faut pas se manquer, et l'équipe de l'Alva a su bien gérer ce match sans tomber dans le piège. Une bonne défense de ce qu'on nous en a ramené, et le prochain match de l'équipe de l'Alva se fera à Lalland. Ce sera le premier tour de Coupe de France, c'est contre Lalland, et on espère en tout cas pour une bonne saison pour l'équipe de l'Alva, qui à cette heure-ci d'ailleurs sont à l'entraînement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont pas là aujourd'hui, parce que sinon ils auraient été avec nous. Mais quand ils n'auront pas de match, voilà, quand ce sera possible. En tout cas, voilà, une belle performance de l'équipe de l'Alva qu'on essaiera de suivre au plus près cette année. Et à noter, puisque tu parles de Coupe de France, un petit mot de Coupe de France de foot, puisque Golfech est qualifié pour le 3e tour et jouera le week-end prochain son 3e tour. Ils ont fait match nul en championnat du côté de Honnay-le-Château pour leur match de championnat de ce week-end 0-0. Mais là aussi, on n'oublie pas de suivre les résultats et les performances des équipes locales. Alors là, ultra locales pour le coup, Golfech en foot ou l'Alva en handball bien sûr. Mais on a toujours un œil attentif, même si on suit plus particulièrement les matchs de rugby. Et notamment ceux de l'Avenir Valencien. On sera d'ailleurs ce week-end, Félix, à Toulouse, ou à Toulouse, on ne sait pas, mais c'est ça. Moi, pour l'instant, on m'a envoyé à côté du stadium. À côté à Ampalo, alors. C'est le gros stade sur la rocade. Ouais, il y a un stade à Ampalo, il y en a un au FCTT. Ouais, mais moi, il y en a un au TOEC, pardon. Je me souviens d'un stade où toi tu avais joué. J'ai joué aux deux. Ouais. Donc je te dirai ça, mais tu verras bien, ce sera la surprise. On te verra dimanche en tout cas. On y sera à partir de 14h15. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Avec plaisir. À dimanche pour vous sur le terrain, mais nous on se retrouve lundi, Thierry. Et merci à tous. Ciao, ciao. Et à dimanche. Bye. Bye. Il est 20h. VFM, la radio des deux rives.